Bien, merci beaucoup. Nous sommes très heureux de pouvoir commencer cette présentation des grandes manœuvres pour acheminer l'eau. On a vu à travers le film que le Lez avait était un point crucial de l'alimentation en eau de Montpellier et de ses communes aux alentours. Nous nous sommes intéressés à l'histoire des captations des ressources en eau depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, avec des grandes manœuvres que vous allez voir. C'est une démarche pluridisciplinaire que nous vous proposons, puisque nous sommes avec un architecte des bâtiments de France, avec une chercheuse travaillant sur les archives de l'eau, et moi-même qui suis agronome et géographe et membre du conseil d'administration de la régie. Donc on a cette démarche avec plusieurs voies, et on traitera du recours aux nappes phréatiques et aux appareils d'exor de façon très poussée, sur la passion des eaux dans les folies montpelliéraines, et puis sur les projets contemporains pour tendre vers des services durables des eaux superficielles et souterraines. Alors cette démarche pluridisciplinaire, nous fêtons en fait ici un siècle de réunions, de congrès de l'eau de Montpellier de 1923, et nous voulons leur rendre hommage à tous ces scientifiques, ces membres de la préfecture de l'Hérault, ces élus et ces personnes qui, en 1923, ont examiné la situation assez difficile de l'accès à l'eau non seulement à Montpellier, mais dans toute la ruralité de l'Hérault, et qui ont permis d'élaborer des politiques de l'eau qu'on verra un peu plus loin dans cet exposé. Vous avez ici la carte de l'ensemble des sources recensées en 1923, mais aussi les zones inondables qui étaient reconnues à cette époque. 1923, c'était une année très sèche, enfin qui suivait une année très sèche, 1922. Ça nous rappelle un peu aussi que nous sommes face à ce défi climatique, de changement climatique. Là, nous avions un épisode de variabilité climatique. Cet épisode de variabilité climatique, il est finalement devient plus régulier et commun pour les années futures. L'approche climatique, hydrologique et géographique, on l'a vu avec la communauté scientifique de Montpellier, et a beaucoup évolué et s'est enrichie depuis un siècle. Mais elle reste d'une grande complexité, avec des arrière-pays relativement humides, et puis un fractionnement du territoire en petits bassins versants qui pose des problèmes de cohérence et d'accès à la ressource, on le verra. Dans l'histoire de cette région de Montpellier, la quête de l'eau a été essentielle, et elle a d'abord pris une forme de recherche d'eau souterraine avec des puits et des systèmes d'exor, et autour d'usages de l'eau très particuliers, très singuliers. On en a un petit peu parlé ce matin. L'eau ritualisée, avec par exemple là, à l'écran la source gauloise de Quélus à Castelnau-le-Lez qui date de 2200 ans avant nous, 2 siècles avant Jésus-Christ, et puis le Miquway de Montpellier qui est un peu similaire avec une cérémonie rituelle autour de l'eau. Mais à côté de ça, il y a aussi les puits à l'intérieur de la ville, les puits pour les usages domestiques, urbains, et puis pour les jardins qui étaient essentiels. Et ces jardins, nous allons comprendre comment ils accédaient à l'eau avec notre collègue. Alors nous allons maintenant évoquer l'un des dispositifs employés en Languedoc pour capter l'eau des nappes aquifères, les puits à Roux et Noria, mus par la traction animale. Il s'agit ici de partager les résultats d'une étude en cours au sein du service connaissance et inventaire des patrimoines de la région Occitanie, associant une spécialiste de l'histoire des techniques à une spécialiste des jardins. Alors, cette étude a débuté en 2019 par une opération ponctuelle sur le quartier Notre-Dame de Sablassou à Castelnau-le-Lez, et elle se poursuit actuellement à l'échelle des départements du Gard et de l'Hérault. L'enquête s'inscrit dans une chronologie allant de la fin du Moyen-Âge à l'époque contemporaine. Actuellement, 90 puits à Roux et Noria ont été repérés et localisés à l'échelle des 2 départements. Il s'agit de puits à Roux et de Noria présentant des vestiges, sans que ce repérage ne soit bien sûr exhaustif pour le moment. Les concentrations autour de Montpellier et de Pézenas également sont vraisemblablement liées à un biais des travaux et des protections existantes,
mais elles seront bien évidemment à interroger. Parmi les premières questions que nous nous sommes posées en débutant cette étude, celle de la dénomination de ces puits équipés de mécanismes élévatoires s'est très rapidement posée. Donc l'une des difficultés, c'est que le terme de noria, qui s'impose à la fin du XIXe siècle, désigne tout appareil destiné à élever l'eau, de façon continue, qu'il soit mu par l'eau ou par la force animale, mais aussi quelle que soit la technique employée pour élever l'eau. Donc, sous cette appellation générique de noria sont donc désignés différents équipements attestés en Languedoc. Les puits équipés de mécanismes élévatoires actionnés par une force animale, que vous voyez ici représentés à gauche, et également les roues élévatoires actionnées par un cours d'eau, comme cette grande roue représentée par Jean-Marie Hamelin à Ganges, qui est reliée à un aqueduc. Ou encore la noria de Casillac, protégée monument historique, appelée localement Meuse. Quels sont donc les mots employés dans les sources pour ces puits? Donc nous rencontrons des termes occitans, bien sûr, dès le XVIe siècle, Posaraka et ses différentes formes, Pouzarang, Posarang, Seigna et son adaptation en français Seigne, et également Potz-Rodier, le puits qui tourne, le puits à roue. Donc ces mentions, elles apparaissent principalement dans les prix-faits, en 1512-1513, dans un prix-fait par exemple, concernant des réparations à faire sur un puits à roue de l'hôpital Saint-Éloi à Montpellier. On y parle de puits avec rodet et lanterne. En 1593, il est également question du creusement d'une posarang à Moguio. À partir du XVIIe siècle, nous retrouvons les termes français de puits à roue ou de jardin à roue. À nouveau dans les prix-faits, en 1606, pour la construction d'un puits à roue au jardin des frères Augustins de Montpellier. Et ces mentions sont également très présentes dans les baux à ferme. À partir de 1840, le terme de noria, qui nous vient de l'arabe naoura, qui signifie lancer, faire jaillir, fait son apparition sur notre territoire aux côtés du puits à roue. Par exemple, dans le Messager du Midi, en janvier 1848, il existe sur ce domaine une noria ou puits à roue. Mais nous trouvons également des mentions de noria accompagnées de la précision sur la nature du matériau. Notamment, vous le voyez ici, la mention de noria en fer dans cet extrait de la presse ancienne. Le passage des mécanismes en bois aux mécanismes métalliques a très certainement facilité l'adoption de ce nouveau vocable de noria, qui est également diffusé dans la littérature destinée à la promotion de l'agriculture coloniale. Le fonctionnement de ces puits équipés d'une roue reste le même, quelle qu'en soit la morphologie. Ces puits présentent l'avantage d'un puisage en continu grâce à une roue qui est entraînée par un animal. Ces puits comportent deux éléments principaux, la cuve du puits et le mécanisme de puisage. Donc, si la technique de transmission du mouvement reste la même pendant des siècles, plusieurs configurations ont existé. Vous le voyez à gauche, les puits à roue sont roués, dont une première disposition est rapportée en 1767 dans l'article Noria de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Les fuseaux de la lanterne entraînent alors directement la roue verticale. Nous ne savons pas si cette configuration a existé dans les environs de Montpellier, à défaut de sources écrites ou archéologiques. À droite, le puits à roue avec lanterne et rouet qui semble être le plus répandu sur notre territoire. La lanterne met en rotation l'axe du rouet sur lequel est fixée la roue verticale qui porte les récipients. Pour les puits antérieurs au XIXe siècle, nous avons mis en évidence l'existence d'une chambre d'eau, vaste pièce voûtée dont la maçonnerie vient supporter les mécanismes et répartir leur poids, comme vous le voyez sur ces différents exemples. À partir du milieu du XIXe siècle, les mécanismes en bois sont remplacés par des mécanismes métalliques. La noria est alors constituée d'un engrenage conique, d'une roue, d'une chaîne et de godets en métal. Ces nouveaux mécanismes permettent un meilleur rendement, un surcreusement des puits et nécessitent bien évidemment moins d'entretien. Le débit moyen est multiplié par 2 par rapport au puits à roue à fusion. Pour mettre le réseau sous pression, plusieurs solutions techniques ont été observées. Parmi les plus communes, une implantation sur un poids haut,
comme c'est le cas notamment à Flaugergues, ou bien la construction d'une plateforme, d'un tertre artificiel que vous voyez également sur ces exemples. La destination fonctionnelle principale de ces puits à roues a été pendant plusieurs siècles l'arrosage des cultures. Ils ont été particulièrement employés pour arroser les petites superficies des jardins potagers. Dans la plaine languedocienne, où l'irrigation gravitaire ne peut être aisément mise en œuvre, mais également dans les vallées, par exemple le long de l'Orbe ou du Vidourle. Ces puits à roues ont été identifiés par de nombreux médiévistes sur leurs différents terrains de recherche respectifs. On sait qu'ils sont attestés notamment à Arles, Aix-en-Provence, Montpellier, Avignon, le comtat venessin, où ils assurent l'arrosage des jardins urbains et de la ceinture de jardins périurbains que l'on perçoit bien sur ce plan de la ville de Montpellier. Dans les actes notariés, mais aussi les traités d'agriculture ou les récits de voyage, les mentions sont très nombreuses et témoignent de leur emploi généralisé à la fois en Languedoc, mais également en Provence. Parmi ces nombreuses mentions, celle du Suisse Thomas Plater qui, à la fin du XVIe siècle, séjourne en Languedoc et décrit le dispositif utilisé au sein des jardins potagers. Toute l'année, on voit des légumes dans les potagers. Chaque jardin possède un puits ou une citerne. Ces puits se trouvent sur une petite élévation de terre et possèdent une ouverture très large. Une roue tournée par un cheval aux yeux bandés est garnie de pots de terre ou de seaux, puise l'eau et la verse dans un grand bassin d'où elle est conduite dans les plates-bandes au moyen de petits canaux, et le jardin s'arrose ainsi tout seul. Nous retrouvons bien évidemment ces puits à roues employés au sein des établissements religieux montpelliérains, ici représentés lors des estimations des saisies révolutionnaires à la fin du XVIIIe siècle, à proximité d'un jardin potager à gauche, ou encore entre le logement du jardinier et un lavoir. Également, dans ce plan du faubourg de Figuerolles, issu des plans d'alignement des rues de la ville de Montpellier en 1825, 3 puits à roues sont représentés et nous montrent bien cette concentration d'équipements à l'échelle d'un quartier. L'animal tourne autour du puits environ 6 heures par jour pour procurer de l'eau à un jardin d'1 hectare. Pour 2 hectares, il faut soit 2 animaux se relayant ou bien 2 puits. L'eau est levée dans les pots et godets et rejetée dans une auge, puis bien souvent conduite par gravité dans un bassin qui permet à la fois de stocker la ressource en eau, mais également d'arroser les cultures à une température ambiante. Vous avez ici sous les yeux un plan du domaine de Flaugergues du XVIIIe siècle, où l'on voit très bien le puits et son bassin à proximité immédiate, et les vues actuelles de ce même puits et bassin. Depuis le puits à roues et depuis le bassin, l'eau est distribuée en exploitant la déclivité des terrains jusqu'aux différentes cultures au moyen de tuyaux de terre cuite, appelés dans les sources borno-bourneaux, ou de plomb et de canaux d'irrigation à l'air libre, en pierre. Vous en voyez ici quelques exemples. Parfois conservées, ces canalisations peuvent être au sol ou portées par des murs ou des arcades, et des martelières que l'on ouvre alors et ferme permet de contrôler l'écoulement de l'eau jusqu'aux différentes plates-bandes, comme vous voyez ici représenté dans ce plan d'un jardin exploité jusqu'en 1957. Dans le dernier quart du XIXe siècle, le recours à la submersion des vignes pour lutter contre le phylloxéra appelle de nouveaux aménagements hydrauliques. Les premières submersions sont pratiquées en 1874 dans les départements du Gard et de l'Hérault, dans des vignes qui sont délimitées par des levées de terre. Dans la plaine languedocienne, ces norias se multiplient. Donc, nous l'avons notamment observé à Castelnau-le-Lez, toujours dans ce quartier Notre-Dame de Sablassou, pour cette noria, notamment implantée au milieu des vignes. L'usage des norias, des puits à roues et des norias perdure tardivement dans le Languedoc, contrairement à d'autres régions méditerranéennes, comme le Roussillon, la Catalogne, la Basse-Provence et le Comtat. Ils ont continué à être utilisés pour certains jusque dans les années 1930, avec l'arrivée des pompes motorisées. Pour d'autres, c'est avec l'arrivée de l'eau du Rhône, grâce aux
canal de la Compagnie nationale du Baronne, BRL, qui entraîne leur abandon définitif dans les années 1960. Si les puits à roue ont pour usage premier l'arrosage des jardins potagers et des cultures, ils sont très largement employés dans les jardins d'agrément dès la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, dans lesquels ils assurent, là aussi, l'approvisionnement en eau nécessaire à l'arrosage, mais aussi, bien sûr, pour l'ornement des jardins, au travers des bassins, fontaines, grottes et nymphées. Les folies, ces demeures de plaisance qui sont édifiées dans la campagne montpelliéraine, disposent souvent d'un ou plusieurs puits à roue. Sur ce plan des conduites du château de la Piscine, deuxième moitié du XVIIIe siècle, un puits couvert et 2 puits à roue assuraient l'alimentation en eau. À l'écart de la composition du jardin, l'un des 2 puits à roue se trouve à proximité du jardin potager et de la cour de la ménagerie et alimenté à un bassin de distribution, puis par des canalisations, le château et les différentes pièces d'eau du jardin. Autre exemple, à la Maugère, dont le château et les jardins sont aménagés au 1er et 3e quart du XVIIIe siècle, un puits à roue est situé dans la cour des dépendances, dans un ensemble de plans symétriques. Vous le voyez, il se trouve à proximité du potager et il alimente notamment le fameux buffet d'eau. Alors, au XVIIIe et XIXe siècle, les grandes demeures à la campagne autour de Montpellier disposent de plusieurs modes d'alimentation en eau tels que ceux décrits à l'instant par Julia Desaguerres. Et il faut savoir que ce sujet est abordé dans bien des ouvrages de jardin depuis le tout début du XVIIe siècle au moins. Aussi, les ouvrages de captage et de conduite d'eau ne sont-ils pas réalisés à la légère? Ainsi, Antoine-Joseph Desalliés d'Argenville fut l'auteur de la théorie et la pratique du jardinage en 1709, à laquelle édition fut joint dans une 4e édition, et dans cette 4e édition est apparu le traité d'hydraulique. Toujours au début du XVIIIe siècle, en 1713, est édité le nouveau théâtre d'agriculture par le sieur Liger, dont le chapitre 37 décrit les différentes manières de conduire les eaux dans les jardins. Ce dernier traité était en bonne place dans la bibliothèque de Joseph Bonnier, trésorier général des États du Languedoc et commanditaire en 1727 du château de la Mosson. Et c'est de ce fastueux château dont je vais vous parler, et fastueux, c'est peu dire. Je commencerai par vous présenter l'exceptionnel cabinet de curiosité. C'est lui que vous voyez sur cette projection, en tous les cas une toute petite partie du cabinet en question. Il a été constitué par Joseph Bonnier, le fils, dans son hôtel de Lude à Paris, et il en dit très long sur l'intérêt de Joseph Bonnier de la Mosson pour les sciences et son goût pour les innovations. Dans ce cabinet d'une rare richesse, peint par l'ornemaniste Jacques de Lajoux, une partie est consacrée à la physique et à la mécanique. Des pompes à eau sont présentées et bien d'autres inventions, dont une machine, tenez-vous bien, a pour effet de dessaler l'eau de mer et la rendre potable. Et ce n'est pas tout. Au milieu des pompes à eau et autres machines, près d'une maquette de Notre-Dame de Paris que vous apercevez si vous regardez très bien à droite, il existe, personne jusqu'ici n'avait remarqué 3 maquettes sans lien entre elles, au premier abord. Une fois assemblées, elles se révélèrent constituer la maquette du château de la Mosson. Ce n'est pas moi qui ai fait cette découverte, c'est Alain Jansac, qui était architecte en chef des monuments de la ville de Montpellier, qui l'a faite, et j'avoue que c'est une découverte absolument géniale. Car cette découverte a permis une belle avancée dans la connaissance du parti architectural, dont on ignorait absolument tout, puisqu'encore aujourd'hui, nous n'avons que le salon de musique au centre et rien d'autre. Donc cette découverte a permis d'en savoir beaucoup plus
et donc en savoir beaucoup plus sur le parti adopté par l'architecte en 1727. Suivirent, après cette découverte, des fouilles archéologiques sur le terrain qui ne firent que confirmer et préciser les caractéristiques du château. Aux données ainsi recueillies s'ajoutèrent les informations issues de l'inventaire après décès feu Joseph Bonnier de la Mosson, un inventaire dressé en 1754 par 2 syndics généraux. À noter que cet inventaire est d'une précision remarquable et donne une idée du train de vie mené par la maison. Les dispositions du château et ses jardins ont pu être restituées, s'arrêtant bien sûr là où commence l'hypothèse. Vous voyez donc comment était disposé ce château. Il est sur le chemin de Montpellier à Lodève. Il est entre le pied de la colline de Selle-Neuve à gauche, en haut à gauche, et la Mosson qui se trouve sur la droite de cette vue perspective. Les communs sont la première étape du parcours architectural qui conduit vers la cour d'honneur et vers le château qui était pourvu de 2 ailes en retour. Sur la gauche, vous apercevez cette grande architecture dont je vais vous parler très rapidement, c'est le buffet d'eau de la Mosson. Vous apercevez ainsi entre le château et le buffet d'eau un parterre, et voyez les très grands parterres qui sont au sud de la maison, qui se développent dans l'axe que nous avons emprunté pour visiter l'ensemble. Le château, ses dépendances et ses jardins ont été implantés donc entre le pied de la colline de Selle-Neuve à l'est et le fleuve Mosson. Le site n'a pas été retenu au hasard et prend en compte les pentes naturelles du lit de la Mosson et la disponibilité en eau, condition des plus considérables de toutes. Le domaine bénéficiait ainsi de l'eau nourricière et de l'eau de beauté, pour reprendre la distinction de Michel Baridon à propos des besoins pour les jardins. Alors nous allons commencer par le buffet d'eau, parce que c'est à partir de ce buffet que l'eau captée sur des sources était diffusée sur le domaine. Le grand buffet d'eau, dont s'inspireront d'ailleurs bien des propriétaires de Folie autour de Montpellier, est un véritable chef-d'œuvre, à partir duquel l'eau de source est distribuée. Élevé sur la partie la plus haute du domaine, il se caractérise encore aujourd'hui par un long mur de fond, long de 50 toises, 100 mètres, divisé en travées traitées en niches légèrement concaves, accueillant chacune une vasque, dont le bouillon était alimenté par une canalisation placée en tête du mur. La travée centrale était ornée de trophées et de 2 groupes représentant des fleuves, je pense au Rhône et à la Garonne sans doute, le tout couronné de Neptune. En avant, dans un grand bassin, sur une fontaine de rocailles, ruisselait l'eau jaillissant d'un masque. L'ensemble était traité, comme vous le voyez, en polychromie et revêtu de concrétions et de coquillages. C'est ce que nous avons relevé à partir de vestiges demeurés en place et qui nous a permis de reconstituer le décor très proche, vraisemblablement, de ce qu'il fut au milieu du XVIIIe siècle. Le plan des jardins restitués, eh bien, là aussi, à partir de la maquette, à partir de sondages, à partir d'un examen d'ailleurs des écrits de l'époque, des traités de jardin notamment, nous avons dessiné ce plan des jardins et vous retrouvez ce que je vous ai dit tout à l'heure, la cour des communs, la cour d'honneur, le parterre devant le buffet d'eau et le grand parterre au sud. En fait, au pied du buffet d'eau, il y avait le potager et un verger, des arbres fruitiers, disposés donc en avant, qui bénéficiaient de la présence de bassins de puisage. Dans une remise, un arrosoir en fer blanc est signalé. Également 2 longs tuyaux de cuir servant à arroser. C'est en 1754, quand l'inventaire après décès a été établi, que ces objets ont été mis en avant. Sur le côté au nord, au centre du parterre de Madame, toujours entre, vous voyez ce petit carré très centré qui est entre les communs et le buffet d'eau, c'est le parterre de Madame. Il était raccordé
avec sa barque en pierre, inspirée du bassin de la place d'Espagne à Rome par le Bernin, il était raccordé au buffet d'eau. Il semble que les eaux du buffet étaient ensuite dirigées vers le grand parterre au sud, qui était agrémenté de 2 miroirs d'eau et d'un bassin central circulaire auquel bassin pouvait être destiné la gerbe de bronze, sinon le jet d'eau à 5 tuyaux de bronze et la base de plomb stockée en 1754 dans les communs. Par gravité, le canal était alimenté ainsi que la cascade de marbre à l'extrémité méridionale du parterre, cascade qui aurait été ornée d'écrevisses en plomb et de 4 différents groupes d'enfants avec les attributs de marine, si l'ouvrage avait été achevé. Les jardins, de toute évidence, étaient agrémentés de bon nombre de jets d'eau, mais la question se pose de savoir si l'eau du buffet était distribuée dans la demeure, en particulier dans l'une au moins des salles à manger d'hiver ou d'été. Il est seulement fait mention dans l'inventaire, toujours de 1754, d'un lavoir attenant le dit salon à manger où a été trouvée une grande auge de plomb à 3 robinets. Par ailleurs, le signalement d'une grande cuvette en cuivre laisse imaginer qu'une fontaine de rafraîchissement, au moins était disposée dans une des salles à manger. Mais nous n'en savons pas beaucoup plus. Ceci dit, partout dans le château et les communs, une flopée de jattes, de pots à eau, de cruches et de chaises percées avec bassin de faïence et lunettes garnies, également de pots de chambre. Un bidet bois cerisier avec la cuvette de faïence est cité, et un cabinet de toilette décrit manifestement pour une toilette à sec. Qu'en était-il des cuisines et de leurs pièces annexes? Le bassin au centre de la cour des services était orné d'un Neptune sur 3 chevaux marins qui sert de groupe à la fontaine, groupe de bronze conservé encore aujourd'hui. Mais comment pouvaient être aussi alimentées les petites fontaines et la grande fontaine avec robinet repérée par les syndics généraux? Une découverte est particulièrement intéressante. Leur sont montrés à ces syndics généraux dans la cave numéro 2, sur laquelle est écrit « Appartement des bains », une grande cuvette de plomb scellée à la muraille avec son robinet et une baignoire de cuivre. Le souci d'hygiène se serait-il caché là, dans cette cave numéro 2, en même temps qu'une distribution d'eau courante? Pas très loin cependant, un puits équipé d'une poulie de bronze, les seaux ferrés avec les cordes, autorise plutôt l'hypothèse selon laquelle l'eau qui en était extraite de ce puits pouvait être stockée dans des réservoirs disposés au-dessus des fontaines. Pas plus d'adduction d'eau décrite pour les communs, où est cité en tout et pour tout un puits. Et comme dans la maison, un grand nombre de jattes, de cruches, de pots de chambre, etc. Curieusement, un plan de réseau hydraulique proposé par Desalliés d'Argenville dans son traité est superposable au plan d'ensemble de la Mosson. Et ce n'est pas si étonnant quand on connaît le plan modèle de jardin proposé par le même auteur et qui pourrait laisser croire qu'il a fortement inspiré le concepteur des jardins de la Mosson. Ce plan que vous avez sous les yeux montre des captages d'eau de source et la distribution de l'eau par gravité dans les jardins. Le captage, vous avez un captage on est dans la même orientation que le plan que je vous ai indiqué tout à l'heure. On pourrait imaginer que le buffet d'eau est sur la gauche en haut. Et donc, sur le plan de Desalliés d'Argenville, on a 2 captages, en fait. Un captage légèrement à droite et un autre sur la gauche. Ce n'est pas donc étonnant de voir un plan ressortir sur la Mosson parce qu'il a pu inspirer effectivement la conception des jardins et de l'ensemble du domaine. Mais, à regarder de plus près, il y a effectivement le réseau primaire qui irrigue, qui arrose l'ensemble des jardins, mais il y a un réseau secondaire, celui que vous avez sur la gauche, qui est finement dessiné, et ce réseau alimente successivement sur le plan de Desalliés d'Argenville un réservoir, puis des raccordements à une laiterie et à un office, avant de se diriger non loin de la demeure, représentée ici, où il est mentionné bain.
Du coup, sommes-nous encouragés à penser que l'appartement des bains visité par les syndics généraux dans les caves de la Mosson pouvait parfaitement être raccordé au buffet d'eau, et d'autant plus probablement que les cuisines et leurs caves étaient placées au point le plus bas de l'ensemble castral. Ce plan de réseau hydraulique, rapproché de l'inventaire de 1754, nous laisse à penser que les bonniers de la Mosson, détenteurs de l'une des plus grandes fortunes de France, partageant leur temps entre Paris et le Languedoc, avaient les moyens de s'entourer des meilleurs concepteurs pour leur demeure et leur jardin à Montpellier. Et ces gens-là suivaient assurément les réalisations royales et l'adduction mise en œuvre en 1731 à Versailles. Adduction qui allait se retrouver peu après dans la seconde moitié du XVIIIe siècle dans quelques hôtels et châteaux français. Ceci dit, bien des détails nous échappent totalement, comme la gestion de l'eau au quotidien. Les sources en pied de la colline de Selle-Neuve fournissaient-elles suffisamment d'eau pour répondre en toute saison aux besoins? Peut-être pas. Et ici comme ailleurs, des priorités étaient déterminées, exigeant un savoir-faire et une grande expérience, tant pour la conception des ouvrages que pour une gestion économe et efficace. Et cette exigence passait par l'intervention d'un fontainier, mais pas n'importe quel fontainier. Et de citer encore des alliés d'Argenville, un fontainier peu intelligent et qui n'y voit aucune pente naturelle, construit sans porter plus loin ses idées le bassin du parterre en face du bâtiment, et l'eau superflue de ce bassin va se perdre dans un puisard. L'habile fontainier, au contraire, se retourne de bien des façons, il prévoit, il imagine, il se ménage des pentes que la nature lui a refusées. De cette manière, l'eau superflue n'est point perdue. Reste qu'entre les traités savants qui ne laissent de surprendre et la connaissance de la pratique, beaucoup reste à étudier pour le chercheur, l'historien s'intéressant à l'hydraulique domestique de jadis. Et rien n'est simple, car beaucoup d'aménagements ont disparu. Au Jardin des Plantes de Montpellier, la distribution de l'eau à partir des norias fut maintes fois modifiée et les systèmes racinaires les ont bousculés un petit peu partout. En conséquence, la conception de départ est totalement illisible. Au château de la Piscine, les réseaux figurés sur le plan que nous a montré Julia Desaguerre tout à l'heure furent de toute évidence altérés lors des travaux du paysagiste Henri Martinet au début du XXe siècle, et les mises au jour récentes ne laissent aucun espoir de comprendre la conception de l'hydraulique du domaine, dans sa totalité, j'entends. Il en est de même pour les châteaux de Flogère, d'Eau, de Castries, de Bocaux, de la Mogère ou du Mas du Grand Puy, la connaissance étant partout en pointillé. Autre exemple, l'adduction de la ville ancienne de Montpellier à partir du château d'eau de la Place Royale. Des sondages ont bien été réalisés, comme sur le pont Vialton d'ailleurs. Mais les ouvrages mis au jour restent très lacunaires. L'archéologie est pourtant le seul moyen donné aux chercheurs pour en savoir plus sur l'hydraulique des siècles passés. Aussi faudrait-il suivre l'exemple donné par l'étude de l'hydraulique des ensembles monastiques médiévaux en Europe. De cette étude ressort le génial schéma d'utilisation de l'eau d'anciens monastères en Grande-Bretagne proposé par James Bond. Non pas le héros de sa gracieuse majesté, mais le distingué archéologue James Bond. Et mis en avant une grande rationalité dans l'usage des eaux, servie par une conception savante des aménagements. Assurément, à l'époque médiévale, et sans doute à l'époque moderne, la certitude prévalait de devoir composer avec un bien difficile d'accès et épuisable. En conclusion, déjà au XVIIe puis au XVIIIe siècle, les traités d'hydraulique sont appliqués de façon privilégiée à l'agriculture et au jardin. Les deux traités mentionnés en tête de mon propos en témoignent, et nous aurions pu citer aussi le théâtre d'agriculture d'Olivier de Serres, édité en 1600. Mais il faudra attendre le XXe siècle, parfois tardivement, pour voir la généralisation des réseaux d'alimentation en eau et d'assainissement intéressant l'habitat dans les villes et les campagnes. En effet, les catalogues publiés au début du XXe siècle, je pense par exemple aux constructions modernes et économiques éditées par Monroc Frères et les petites constructions françaises chez Thésard, montrent l'absence totale de salles d'eau comme de petits coins sur tous les plans fournis.
Cependant, l'exigence de sécurité sanitaire et de confort grandira et se poseront la question cruciale de l'approvisionnement en eau pour une population en nombre croissant. Autre sujet à propos duquel Thierry Ruf va nous en dire beaucoup plus. Bien, avec toutes ces difficultés d'accès à l'eau, à la fois pour les jardiniers, mais aussi pour les teneurs, les détenteurs des folies, on s'aperçoit que la ville de Montpellier cherche, depuis déjà le XIIIe siècle, une manière de disposer d'eau courante. Et vous connaissez bien cet aqueduc de Saint-Clément, qui va, au XVIIIe siècle, être réalisé par Pitot, et qui va fournir pour la première fois un débit de 25 litres par seconde. Alors un débit qui est très limité en réalité, parce que Pitot comptait sur 130 litres par seconde pour alimenter la ville, et vous voyez que déjà dès le départ de la mise en eau du réseau des arceaux, la pénurie est toujours là. Alors au XIXe siècle, on se pose des questions, et Aristide Dumont, qui est un tout jeune ingénieur des travaux publics et de l'hydraulique, des services créés dans les préfectures après la Révolution française, en 1847 va proposer la création du Grand Canal du Rhône, dont la finalité est d'apporter de l'eau d'arrosage pour l'agriculture, mais accessoirement aussi de proposer des services urbains. Ce Grand Canal du Rhône que vous voyez ne s'est jamais réalisé, et à la mort de Aristide Bruant en 1901, le projet est abandonné, mais pas totalement abandonné. J'ai lu pas plus tard qu'hier qu'il y avait en 1924 un projet de reprise de ce canal. En tout cas, ce qui se passe, c'est que à force de conflits juridiques, la ville de Montpellier va prendre le contrôle public du Lèze en 1860. À l'époque, le Lèze était une propriété privée, le lit, l'eau, la source. Et donc, c'est par décision de justice que finalement, la ville accède à ce qui est apparemment le plus abondant, la résurgence du Lèze. Et crée une régie d'eau qui a vocation à fournir l'eau dans les immeubles de Montpellier. Et qui même a inscrit dans son règlement que, en principe, les concessionnaires sont accordés que pour des propriétaires d'immeubles. Et cet article finalement, dont on hérite aujourd'hui dans la nouvelle régie de l'eau de Montpellier, explique très bien pourquoi aujourd'hui encore 50% des immeubles de Montpellier sont dotés d'un seul compteur, et que donc la population n'est pas, pour 50% d'entre elles, accès à des données individuelles de consommation familiale. On pourra en reparler. Alors, la ville, au début du XXe siècle, malgré cet accès à la source du Lèze, reste une ville compliquée avec des interruptions de services. Et puis, ce qui se passe dans les périphéries est aussi très très important. Les villages sont confrontés à des problèmes de tarissement de la nappe phréatique et donc commencent à exiger d'avoir des accès à l'eau. Et d'où ce congrès de l'eau de 1923 qui, après avoir analysé toutes les situations sous les différents angles disciplinaires, suggère dans ses vœux que soit organisé un service d'aménagement provisoire des eaux destiné à capter, protéger et distribuer les eaux de source et de puits par les moyens les plus économiques et les plus rapides. Alors, ces années 20 aux années 50 vont voir les communes réagir et notamment installer des réseaux d'eau potable à partir de leurs ressources locales. Vous avez à l'écran, par exemple, le rapport mémoire du projet d'adduction de l'alimentation de Murvière et Montpellier. Et à droite, le symbole de l'acquisition d'un droit à l'eau potable à Jacou face aux propriétaires du château de Bocaux qui monopolisaient toutes les ressources en eau. Et c'est cette bataille de 1929 menée par les habitants contre leur châtelain qui a permis la création d'un premier réseau d'eau distribué par borne-fontaine. On est encore loin de l'équipement de l'eau aux étages. Alors se met en place ensuite une sorte de géopolitique des territoires périphériques, parce que Montpellier a réussi son organisation hydraulique, mais au nord-est comme au sud-ouest,
les villages ne peuvent se satisfaire de sources locales incertaines. Et elles vont ces communes vont s'associer dans des syndicats mixtes qui sont différents de la ville de Montpellier. Le syndicat mixte Garrigue-Campagne, par exemple, né en 1931, ou celui du Bas-Languedoc, SBL, en 1946. De là, une autre conséquence de cette quête de l'eau est le fait que l'eau reste quand même une ressource rare et sujette aux aléas climatiques. Et de là revient la mission de transfert d'eau du Rhône, portée par Philippe Lamour, dont on a parlé ce matin, qui reprend le projet d'Aristide Dumont, mais en écartant la Provence et l'idée d'une prise d'eau près de Lyon, à Condrieu, mais en installant une station de pompage qui permet d'amener l'eau dans les Costières du Gard, et puis vers Montpellier et vers Narbonne, l'objectif. Alors ce projet a été réalisé en partie, mais vous savez que jusqu'à 2013, les eaux s'arrêtaient à Moguio, et le réseau intéressait finalement essentiellement le Gard et l'est de l'Hérault. Alors, il était question de résoudre les problèmes d'eau, de rareté d'eau, toujours à Montpellier, et finalement, il y avait deux solutions qui étaient proposées aux politiques. C'était celle de prendre l'eau du Rhône et la potabiliser comme on le faisait pour les stations balnéaires du Gros-du-Roi ou de la Grande-Motte, ou bien, et là on voit aussi, comme j'ai oublié de le dire, dans les années 20, l'implication des universitaires dans la gestion locale de l'eau concrète dans les communes. Là c'est M. Avias, dont on a parlé tout à l'heure, qui va convaincre le maire Georges Frêche de s'assurer l'abondance de l'eau à partir du réservoir karstique du Lez, comme vous le savez très bien. Alors de cette gestion déléguée, alors après la construction de l'usine, l'eau a été concédée à la Générale des Eaux pour la ville de Montpellier, pour l'axe central, et après des débats publics en 2013-2014, finalement, la gestion publique de l'eau de Montpellier est revenue à la nouvelle régie. Mais avec une géographie d'interdépendance, en tant cas de cohabitation, entre l'espace SBL géré par la Lyonnaise des Eaux et l'espace de Garrigue-Campagne géré par Veolia. Alors aujourd'hui, la situation d'opposition entre les eaux du Lez et les eaux du Rhône s'est largement atténuée, apaisée, et en fait la métropole de Montpellier continue à utiliser les ressources du Rhône pour le soutien d'étiage du Lez et puis du Salaison. Vous avez aussi le projet Aquadomicia qui est une prolongation du système initial, en fait une réalisation du modèle d'Aristide Dumont qui datait de 150 ans. Hein. Et puis les nouvelles possibilités que la régie va avoir à partir de 2024 avec une usine qui est située à Vallée d'Eau et qui va permettre de potabiliser de l'eau du Rhône en 3 heures pour affronter les risques de manque d'eau, parce que jusqu'à présent, finalement, la source principale pour 400 000 habitants, c'était la seule conduite venant de l'usine de la source du Lez. Et si cette canalisation avait des incidents, on aurait une rupture de service pour 400 000 habitants. Donc cette usine va être très utile pour la sécurisation de l'eau dans les prochaines années. Alors pour résumer finalement toute cette histoire, on est parti d'une dotation en eau de la ville de l'ordre de 25 litres par seconde, et on atteint aujourd'hui en 2023 un apport d'eau global de la ville et de la partie de la métropole qui dépend de la régie à peu près 2000 litres par seconde. Donc presque 100 fois plus d'eau sont mobilisées. Une ville qui manquait totalement d'eau est maintenant une ville qui a une bonne assise de ressources. En termes de consommation individuelle des gens, en 1850, c'était autour de 20 litres par jour.
Aujourd'hui, en 1980, on n'était pas loin de 200 litres par jour, donc 10 fois plus de consommation individuelle. Mais aujourd'hui, avec les efforts d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, depuis 6 ans, on est revenu à des consommations individuelles de l'ordre de 170 litres par jour et par habitant. Et en même temps, il y a une baisse des fuites, on en a parlé, on est passé de 22% à 14% de fuites, et donc finalement on utilise moins d'eau avec la nouvelle régie qu'au départ. Enfin, on en a aussi parlé, donc le choix a été fait, c'est le maire de Montpellier qui en a parlé, le choix a été fait d'une tarification éco-solidaire de l'eau avec un tarif progressif, donc les usagers qui sont des très grands consommateurs vont finalement aider à la fourniture, à l'accès à l'eau. On en a aussi parlé ce matin, des populations les plus vulnérables, et Montpellier est une ville qui a énormément de questions, de problèmes sociaux et de besoins sociaux pour pouvoir donner ce service à tout le monde. Enfin, et ces propositions n'engagent pas la régie, mais que moi-même, il faut penser l'avenir en termes d'adaptation au changement climatique avec des mesures vraiment structurelles et qui concernent l'ensemble de l'espace territorial métropolitain et des communautés de communes autour. Le point très crucial, Eric en parlait d'ailleurs dans l'article du Midi Libre, c'est de trouver des formes de réaménagement foncier pour désimperméabiliser les villes et puis faciliter l'infiltration et la recharge des nappes, et ça concerne tout l'espace littoral, urbain et arrière-pays. Et puis probablement quelque chose qui n'est pas courant, mais qui tient à aller dans ce sens, lié aussi au fait que le changement climatique, ce sont des risques de feux de forêt très importants. C'est finalement réutiliser et faire converger aussi l'eau du Rhône dans le territoire pour un projet de maillage végétal arboricole qui utiliserait à bon escient les ressources en eau du Rhône avec des infrastructures permettant à la fois la recharge des nappes et la lutte contre l'incendie par ce quadrillage arboriculture irriguée. Merci.